tous, de père en fils. La formule est un petit peu désuète en ces temps de parité, mais elle reflète la réalité de ces milliers d'entreprises transmises de génération en génération. Un dirigeant de PME et de TI familiale sur quatre a plus de 60 ans. Ça veut dire que la moitié des entreprises sont en situation de transmission. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est le sujet de notre table ronde. Transmettre son engagement, s'engager à transmettre. Il faut savoir que les jeunes, de plus en plus, issus de familles d'entrepreneurs, sont moins nombreux à vouloir reprendre l'affaire familiale. Ils préfèrent construire seuls leur parcours. Alors, la transmission entrepreneuriale, qui était plutôt vue comme un cadeau, est-ce que ce ne serait pas plutôt une opération très délicate? C'est un sujet relativement peu étudié, en partie peut-être résumé par la phrase on ne n'est pas dirigeant d'entreprise, on le devient. Pour en parler, mes invités de premier choix, Emmanuel Charrier, bonjour. Vous êtes présidente du conseil de surveillance de l'entreprise Charrier, entreprise de travaux publics. Priscille Gauthier sur le plateau, présidente du groupe Tesson, plutôt dans la logistique, le numérique. Bienvenue sur ce plateau. Mathieu Leclerc, merci de participer à cette table ronde. Vous êtes président fondateur de Talents, qui a pour mission d'augmenter la réussite du passage de flambeau dans les entreprises familiales. Et puis, Mirona Radu Lefebvre, merci madame de nous accueillir à Audencia, à Nantes. Vous êtes professeur en entrepreneuriat, titulaire de la chaire entrepreneuriale, familiale et société, donc à Audencia. Merci de nous accueillir. Alors, Emmanuel Charrier, vous êtes, je le disais, président du conseil de surveillance de l'entreprise Charrier, fondée en 1897. Vous avez l'air toute jeune, mais vous êtes la cinquième génération. Alors, et expliquez-nous, vous qui avez 126 ans, vous m'avez dit en préparant cette séance que vous avez suivi les cours d'une académie, que ça a été un apprentissage depuis au moins 2003. Donc, alors, il faut de la préparation. Selon vous, combien d'années? Alors, si je prends notre exemple, 2003-2023, ça fait 20 ans, sachant que je suis tombée dedans un peu, dans la marmite, en fait, toute petite. Donc en fait, je dirais plutôt même que je suis née dedans. La préparation, en fait, chez nous, c'est la génération précédente, donc la 4e génération, a mis en place ce qu'ils ont appelé des universités pour, nous former, nous préparer, à devenir, associés. Ça nous a permis en fait, d'avoir une certaine forme déjà de se connaître, parce que quand on est 17, les liens familiaux se distendent, donc il faut trouver des moments aussi pour se rencontrer et puis, surtout, nous informer, nous former sur notre rôle d'associé, nous former sur les métiers de l'entreprise et petit à petit aussi détecter, parmi, les associés, s'il y en avait certains qui étaient intéressés pour, reprendre le flambeau et déjà, dans un premier temps, intégrer l'entreprise en tant que salarié. Et puis, on peut imaginer des jours où il y a certainement plusieurs candidats qui se verraient bien, ou alors des postes dans une société qui peuvent être variés. Comment on fait pour associer les bonnes personnes? Vous me disiez, on intéresse les gens à l'entreprise, c'est pas juste avec une AG d'actionnaires. Non, effectivement, c'est pas juste avec une assemblée générale d'actionnaires, même si l'AG d'actionnaires participe aussi à la formation dans un premier temps, en tout cas chez nous, puisque, la première action qu'ont réalisé nos parents, c'est de nous transmettre une action, ce qu'on appelle chez nous l'action pédagogique, qui permettait de participer à ces assemblées générales et de voir comment elles se déroulaient. Après donc sur L'apprentissage, c'est-à-dire, vous disiez, l'apprentissage, il y a 26 enfants dans la famille de 3 mois à 17 ans. oui. Pour les faire s'impliquer, Alors, oui, surtout comment quand on a faire? 3 mois, voilà. Et donc c'est vrai que, par exemple, pour nos enfants, on a mis en place la même chose que ce que nos parents avaient mis en place pour nous et donc on a remis en place les universités et on a créé des ateliers donc où la matinée, en fait, est dédiée à la découverte de l'activité de l'entreprise. Donc on a une activité de travaux publics, donc ça peut être, la visite d'un chantier et l'après-midi, on les a réunis, par exemple, dernièrement, sur un atelier qui était la ville de demain et on les a fait travailler les uns et les autres à la création de leur ville idéale. Donc, on a eu le Parlement du vivant, l'école des super-héros, voilà, et ça permettait aussi bien aux plus âgés de guider les plus jeunes
Les plus jeunes étaient quand même impliqués avec, Même à des 3 mois, il a contribué. alors non, à partir de 3 ans. C'est très fort dans la famille Charrier, À la partir de précocité quand même, hein. à partir de 3 ans seulement. C'est intéressant également, Michel Gauthier, en honneur aux femmes, excusez-moi, c'est intéressant parce qu'en vous écoutant, on se rend compte de, la nécessité ou de l'utilité d'avoir un calendrier, un rétro-planning. Vous me dites, moi un jour je ne savais pas trop ce que je voulais faire, je voulais pas nécessairement prendre la succession, mais à un moment il a fallu, poser la question, à votre père et dirigeant de la date de son départ. Ça doit pas être facile de poser des questions comme ça, au président de la société et à son père. En effet, c'est pas simple. Moi, j'ai cette personnalité, en tout cas, où moi j'ai besoin de calendrier et de préparation. J'ai besoin de savoir pour pouvoir me projeter dans l'avenir, de savoir où je vais et pouvoir en sortir un rétro-planning avec des étapes, des grandes étapes. Euh, donc, en effet, à une période de ma vie, ça fait déjà quelques années que j'étais dans l'entreprise. On savait tous que mon père un jour prendrait sa retraite, mais on ne savait pas forcément la date. On n'en avait pas forcément évoqué. Et puis, on a cette simplicité de relation qui fait que pour moi, ça n'a pas été complexe, en fait, de l'évoquer avec lui, juste pour savoir où le groupe allait. Et non pas pour savoir si j'allais prendre la suite ou pas, parce que cette question ne se posait pas pour moi à ce moment-là, mais plutôt pour savoir dans quelle aventure j'étais embarquée aussi avec l'ensemble des membres de la famille. Effectivement, le niveau d'engagement et la volonté, c'est intéressant parce que j'ai pu comprendre qu'à un moment, vous vous étiez dit, non, je ne vous destinais pas, à ça et puis donc la réflexion, elle peut, aller en maturité et puis à un moment, vous avez dit, «Je me sens pas d'y aller toute seule». Donc ça demande beaucoup de lucidité, hein, ces choix, cet engagement dont on parle. En fait, moi, je me sentais pas prête et pas, en tout cas, pas la bonne personne à ce moment-là, parce que je n'avais pas compris que j'avais le droit d'endosser mon propre costume pour diriger une entreprise. Et j'étais dans l'obligation, on en parlait tout à l'heure en introduction, de prendre la suite, ou en tout cas de continuer dans la fidélité de ce qui a été fait, sans pour autant copier. Je me sentais pas capable de copier, en fait, simplement. Mais je me suis formée, j'ai pris du recul. J'ai eu la chance de suivre le parcours des campus dirigeants, qui est une école formée par un de mes oncles. Pas potentiel, moi je croyais qu'il y avait C'est un parcours sur mon emploi qui a été très riche pour moi. C'est là où j'ai basculé, où j'ai compris que j'avais le droit d'être moi-même, d'incarner et d'être fidèle à moi-même et à mes valeurs pour réussir à l'avenir et à l'avenir du groupe. Alors, il faut préciser que vous étiez déjà dans l'entreprise, il me semble, mais que pour devenir dirigeant d'entreprise et prendre la succession, il faut une vision à 360 degrés. Donc, en fait, il ne faut pas rester dans l'entreprise, paradoxalement. J'ai pu rester dans l'entreprise, mais tout en ayant parcouru l'ensemble des métiers. C'est une holding active avec qui exerce le métier administratif pour l'ensemble du groupe. Et puis, j'ai bougé, en fait, j'ai commencé au niveau de la cuisine, puis j'ai été diriger une de nos activités dans le digital. Je me suis intéressée de plus en plus à la logistique. Alors voilà, en fait, j'ai eu la chance de découvrir l'ensemble de nos métiers au fur et à mesure de mon parcours, tout en étant accompagnée également d'un senior qui, à la fois était opérationnel dans l'entreprise et qui avait une partie de ses missions qui était de me former au métier de dirigeant. En plus Comme un tutorat un peu, un quoi. peu comme un tutorat, ce qui a permis à l'entreprise de ne pas avoir une double charge, en fait, mais simplement avoir une préparation sur le long terme de la suite à donner avec une fonction. Là encore, à ce moment-là, on ne savait pas si je vais prendre la suite ou pas, on ne m'avait pas posé la question et je ne me posais pas la question. Et sans être indiscret, avec votre père, là aussi, c'est des rendez-vous réguliers pour voir, même s'il ne s'agit pas de copier, comme vous dites, il y a quand même une mécanique de la gestion d'entreprise à ce niveau-là qui s'impose, qui s'apprend. C'est forcément plein d'échanges qu'on a eu, pas forcément de manière formelle, ce n'est pas notre façon de faire, mais de manière très informelle, avec beaucoup de partage d'expériences, beaucoup de discussions. Et j'ai eu la chance d'être impliquée dans l'ensemble des sujets de l'entreprise sur ces 15 dernières années, là où parce que j'ai commencé en tant qu'alternante, là où un alternant aurait été assez confiné dans ses tâches du quotidien, mais j'ai la chance de pouvoir les faire, pour bien mesurer quel était le terrain, et en même temps avoir cette prise de hauteur avec mon père et avec
ce fameux tuteur avec moi. Madame Radu-Lefebvre, qui dirigez la chaire entrepreneuriat familial, vous en connaissez plein des histoires et on se rend compte qu'elles sont chacune uniques. C'est pas la même famille, c'est pas la même société. Ce qui m'a frappé dans votre propos en préparant, c'est que vous me dites, c'est pas juste une entreprise qu'on fait, c'est pourtant un petit peu l'intitulé de cette séquence, mais c'est une identité. Qu'est-ce que vous voulez dire par Lors de la transmission, ce qui se joue, c'est un engagement à des multiples niveaux. Il y a évidemment l'engagement envers son père ou sa mère, le dirigeant. Un engagement très fort, interpersonnel, et qui inclut de la confiance, on l'a entendu tout à l'heure. Ensuite, il y a l'engagement envers la famille et l'entreprise, évidemment. Son métier, son business model, ses clients, ses salariés, toutes les parties prenantes. Mais ensuite, dans le temps, c'est l'engagement par rapport à une histoire et à une identité qui, elle aussi, n'est pas uniquement l'identité de l'entreprise, mais l'identité de la famille. Et tout cela vient avec aussi la notion d'obligation morale. Qu'est-ce que je dois à mon père ou à ma mère? Qu'est-ce que je dois à ma famille? Qu'est-ce que je dois à l'entreprise, aux salariés, aux clients, aux partenaires d'affaires? Et qu'est-ce que je dois au passé? Et la notion d'identité, effectivement, elle traverse tous ces questionnements-là. Et puis, je le disais en préambule, il y a une génération aujourd'hui qui dit pas nécessairement, même si je suis choisie, hein, parce qu'il faut d'abord que la personne soit choisie entre les nombreux frères et sœurs, mais je veux bien reprendre à telle condition. Ce qui n'existait pas il y a 50 Oui. ans, on se donnait corps et âme, week-end, semaine. Ça, c'est intéressant. C'est un reflet de la Exactement. société. C'est un reflet très fidèle, il me semble. Depuis 10 ans, lorsqu'on a créé la chaire, ça a été l'une de mes surprises, de voir le décalage entre le discours des anciens, si je peux les appeler comme ça, donc les dirigeants en place, qui se sont engagés à 100%, 24 heures sur 24, tout au long de la semaine pour travailler au service de l'entreprise. Pas de congé, pas de répit, vraiment un engagement total, plein et entier. Et lorsqu'on parle avec les successeurs qui sont pourtant engagés, eux aussi, on se rend compte que leur façon de s'engager a changé. Et c'est peut-être un changement de type social ou culturel. C'est-à-dire qu'ils s'engagent, mais ils s'engagent après une mûre réflexion. Ils s'engagent sur des bases qui tentent de rendre rationnelles et ils s'engagent de manière conditionnelle, oui. C'est-à-dire qu'ils vont dresser une liste de conditions nécessaires et qui font qu'ils s'engagent effectivement à prendre la suite de leur père, de leur mère, du dirigeant en place. Mais quand bien même ils s'engagent, là aussi, cet engagement-là, il n'est pas uniquement conditionnel, il est aussi potentiellement limité dans le temps. Et ça aussi, c'est un changement par rapport au passé, parce qu'au fond, ils disent, aujourd'hui, je m'engage, mais cela ne veut pas dire qu'en fonction des changements de ma vie personnelle, d'autres facteurs, je ne me réserve pas aussi le droit, d'ici 10 ans, à reconsidérer cet engagement-là. Donc, il est effectivement radicalement différent. On ne peut pas le qualifier de manière péjorative comme moins important. Il est tout simplement le reflet de notre société et de notre culture actuelle. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, un peu comme à l'instar de ce qui se passe dans l'héritage, il lui a remis les clés, c'est un cadeau, hein, et donc le récipiendaire devait juste de la gratitude. Oui. Et là, dans ce que vous dites, il y a un rapport de force qui a un petit peu évolué. Oui. Parce que c'est pas toujours un cadeau finalement. Non, exactement. et je me réjouis de la lucidité des nouvelles générations qui sont justement conscientes qu'il ne faut pas juste travailler pour devenir légitime et montrer de la gratitude envers ceux qui ont confié en fait ce pouvoir-là exceptionnel de créer l'avenir. Il y a cette lucidité de se dire que ce pouvoir, il contraint aussi. Il contraint des choix ultérieurs. Et que c'est une contrainte à leur liberté d'action et de devenir. Ils vont devenir par rapport au passé qu'ils assument. Donc je me réjouis de cette façon très rationnelle, très lucide d'envisager les choses. Et en même temps, on voit aussi que l'engagement des jeunes prend de nouvelles nuances. Parce qu'ils s'intéressent aux changements sociaux, aux changements environnementaux. Ils s'engagent dans des projets philanthropiques davantage que leurs aînés. Et donc, quelque part, leur engagement devient plus diversifié aussi. Ce n'est pas juste un seul amour, un grand amour qui est l'entreprise familiale pour la vie. C'est l'amour de l'entreprise familiale, la fidélité par rapport à l'entreprise familiale. Mais aussi les yeux grands ouverts sur le monde actuel et un sentiment de responsabilité par rapport à ce monde-là, où l'entreprise familiale devient un acteur du monde
et agit en tant que citoyen du monde. Ouais, c'est vrai que la société a évolué, les problématiques, les enjeux, naturellement, le changement climatique s'est imposé. Mathieu Leclerc, je vous présentais comme le président fondateur de Fort Talent, mais vous êtes également celui qui a dirigé Decathlon. Votre père est fondateur de Decathlon, quelle belle marque, un succès incroyable pendant votre mandat. Sauf que vous nous racontez que dans ces soixantaines de sociétés créées dans l'enceinte de cette famille Mulliez si successful, il y a eu des transmissions pas toujours réussies, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est ce que nous avons vécu en famille et ce que j'ai pu expérimenter moi, c'est des successions et non pas des transmissions. Et tout à l'heure, vous utilisez le mot-clé avec Miruna. Et effectivement, donner les clés dans ce qu'on comprend de la transmission, c'est totalement différent que de donner la flamme, que de donner l'âme. Donner l'autorisation au successeur, ou à celle ou celui qui va succéder, de réinventer l'entreprise à sa manière, c'est ce que disait Charles Pépin en parlant de charismatique, pour éclairer une vision en fait. Et donc pour éclairer une vision, il faut avoir la flamme, et dans notre principe, cette flamme, elle doit être donnée par celui qui l'a, celui qui a créé l'entreprise. Il était à l'origine d'une idée, d'une vision, de valeur, d'une façon de faire qu'il doit transmettre pour que le suivant ou la suivante puisse le réinventer, le faire à sa façon. Et donc, le métier de Fort Talent, c'est d'accompagner ça. Et c'est intéressant parce que finalement, il ne faut pas se tromper de vocable. Vous dites d'un côté, il y a les repreneurs. Qu'est-ce qu'il fait le repreneur? Il regarde les comptes. Et de l'autre côté, il y avait un fondateur. Et là, vous l'associez plutôt au rêve. Vous pouvez reprendre cette méthodologie? Oui, j'ai eu de la chance de faire une intervention il y a quelques mois en Belgique, effectivement, et quelqu'un s'est levé dans la salle en disant « Mais vous parlez de fondateur, alors que dans la salle, on est plutôt des repreneurs d'entreprise. » Et il disait, un repreneur d'entreprise, il regarde les comptes du passé, il fait des projections sur le futur. Sur le business plan plutôt. Sur un business plan, et ça c'est... On est dans les chiffres. Mais vous parlez des fondateurs, et les fondateurs, ils partagent un rêve, et ils emmènent l'enthousiasme autour d'un rêve. Et donc ce qu'il faut comprendre dans ces problématiques de transmission d'entreprise familiale, c'est comment est-ce que le transmetteur, celui qui a créé l'idée originale, comment est-ce qu'il donne l'autorisation à la génération d'après d'incarner, et je pense que c'était un peu aussi dans les propos de ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, c'est cette nécessité d'avoir un leadership incarné par une personne, et ça c'est assez différent d'un contexte familial collectif. Et donc je pense qu'il faut creuser ce sujet-là. Pour moi c'est le sujet essentiel, j'ai eu la chance d'être un fondateur ou un repreneur d'une entreprise familiale et de la développer, et je dois donner cette chance à une personne de la génération d'après de la réinventer, parce que le contexte, l'environnement change, et donc on sait que si l'entreprise ne change pas, elle va mourir. Et donc c'est très difficile pour des personnes relativement âgées, au-delà de 65 ans, au-delà de 70 ans. Les performances sont moins bonnes, il y a des statistiques fortes de la Bocconi qui le montrent. Donc les performances sont moins bonnes quand on est un dirigeant âgé, et le problème c'est que si on tarde à transmettre, la génération d'après, elle aussi devient relativement âgée. Alors que les fondateurs, pour porter sa flamme, pour incarner... Vous ne parlez pas de la famille Windsor, hein, je le rappelle. Hein. Ce serait une bonne caricature, mais on voit bien à travers cette caricature que quand le dirigeant ou la dirigeante, en parlant de la reine d'Angleterre, si elle attend de mourir pour, entre guillemets, passer la responsabilité au roi Charles, tout le monde pense que s'il avait été compétent, elle lui aurait donné avant. Et donc, ça crée une grande défiance. Et donc, le dirigeant qui reste au-delà de 70 ans, au-delà de 75 ans, aux commandes, avec l'âme et la flamme de l'entreprise, il fait passer un message très fort, c'est « personne de ma famille n'est capable de faire ce que je fais ». Et c'est une erreur que je pense le FBN, bien sûr, Family & Co, et nous-mêmes, Fort Talents, on essaye d'accompagner ces dirigeants, parce que c'est un geste qu'ils n'ont jamais fait. Souvent, ils ont créé, donc ils n'ont pas reçu, ou alors ils ont reçu dans des mauvaises conditions, parce que c'est 9 fois sur 10 que ça se passe mal. Et donc, aider les entreprises familiales à bien transmettre, c'est un acte courageux, qui est difficile pour celui qui doit transmettre, mais cette confiance dont a parlé aussi Charles Pépin et d'autres, cette confiance est indispensable, ce regard de confiance, pour que la personne qui reçoit la flamme se sente complètement légitime. Donc vous-même, ça n'a pas été facile chez Decathlon. À un moment, vous avez dit trop de pression et vous êtes sorti sur une autre mission, effectivement. Plus largement, est-ce à dire que il y a souvent, si on y arrive, des dirigeants qui donnent les clés de l'entreprise, mais pas le reste. Et j'ai envie de vous demander, notamment à tous les deux qui étudiez ça tous les jours, on va revenir vers mesdames, c'est quoi le reste? Les entreprises ont-elles une âme? C'est l'âme qu'il faudrait en quelque sorte transmettre? C'est quoi cet engagement? Il faut déjà donner le pouvoir.
Et certains dirigeants disent, mais le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Donc, le mot qui n'a pas été assez prononcé peut-être C'est pas fini aujourd'hui. est celui de pouvoir. Et c'est un pouvoir créateur. Parce que pour créer l'avenir, il faut, dans les conditions, dans le contexte spécifique d'une transmission, prendre le pouvoir, assumer ce pouvoir, le rendre créateur et devenir auteur. Quand on parle de la mélodie de l'entreprise familiale, au fond, s'autoriser à faire un peu de jazz et continuer à la recomposer autrement. Donc, le pouvoir se prend. Ce qui veut dire qu'effectivement, ceux qui se destinent à devenir des dirigeants d'entreprise familiale doivent, à un moment donné, s'émanciper du passé. Et ça ne veut pas dire le trahir, l'oublier ou l'ignorer. Ça veut dire tout simplement s'assumer en tant qu'individu, distinct, différent, unique par rapport à leur famille, par rapport à l'entreprise et son destin, et s'interroger de manière réflexive sur qui ils sont, ce qu'ils souhaitent faire de leur vie, et du coup assumer d'exercer un pouvoir qui est le leur. Sans ce pouvoir, l'entreprise familiale ne pourra pas perdurer ni être transmise par la suite. Madame Priscille Gauthier, je ne vais pas vous demander si vous êtes une femme émancipée, vous en avez l'air. Et je ne dévoile pas trop de secrets si je dis que le papa n'est pas très loin quand même, géographiquement, à Audencia, où nous nous trouvons. Mais j'ai envie de vous poser cette question tout de même. On a l'impression que dans l'histoire de la famille, il faut, quand je vous écoute, qu'il y ait une expérience une fois douloureuse pour qu'ensuite les leçons soient tirées. Hein, vous êtes à la combienième génération vous-même? Moi, je suis la 4e génération. Et en fait, dans notre histoire, je pense que si aujourd'hui... Donc, j'ai repris les rênes de l'entreprise il y a seulement 1 an et demi, à la suite de mon père, qui représente la 3e génération. Et si on a su préparer, à notre avis, hein, à nous deux, en tout cas, on a le sentiment de l'avoir fait et que ça se soit très bien passé, en tout cas entre nous deux. Si on a cette chance-là... Ça n'a pas toujours été le cas, quoi. C'est ça, c'est que à l'origine, quand mon arrière-grand-père, lui, devait céder le pouvoir à mon grand-père, il ne l'a pas fait. Au point que mon grand-père a été engagé dans l'entreprise quelques années sans être rémunéré, sans être absolument reconnu. Elle a dure, là. Il a dû s'acheter son propre fauteuil, son propre crayon, son propre cahier, parce qu'il n'était pas reconnu comme étant intégré dans l'entreprise. Et ça a été tellement douloureux pour mon grand-père qu'il a très bien préparé la suite pour mon père. Et je bénéficie de cet héritage-là. Et le fait qu'on ait partagé en fait, cette mauvaise expérience dans notre famille, ça nous a tous marqués. Et c'est aussi ça qui fait qu'on a cette volonté forte de communiquer, de préparer l'avenir ensemble. Parce que c'est pas avec un système de rupture qu'on y arrivera. Et ça m'a frappé. Ça fait relativement peu de temps que vous êtes effectivement en fonction, mais j'ai l'impression que vous êtes déjà posé la question de votre propre succession. Peut-être c'est quelque chose qui, par le passé, vous me direz, vous les experts, si je me trompe, avant on se posait la question, quand ça arrivera, on aura bien le temps. Mais le temps passe vite. Et moi, en 1 an et demi, en fait, je me suis fixé pour objectif d'être en capacité de laisser la place à la future génération, mais de le préparer dès maintenant. Aujourd'hui, je suis peut-être la bonne personne pour l'entreprise, mais peut-être que ce ne sera pas le cas demain. Vous parliez tout à l'heure d'un engagement, ça peut être un changement de vie personnelle, mais je pense qu'aussi ça peut être un changement de cap pour l'entreprise qui sera nécessaire. Et à ce moment-là, peut-être que je ne serai plus la bonne personne, et c'est OK. Et mon rôle à moi dès aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le futur, le changement, à ce moment-là, il soit déjà opéré, il soit déjà prêt, que ce ne soit pas une difficulté, ni pour l'entreprise, ni pour les collaborateurs, ni pour les membres de la famille. Madame Charrier, est-ce que vous voyez diriger la société à 85 ans, par exemple? Non. Mais je ne vous sache pas, je pose cette question, puisqu'on regarde vers l'avenir et le passé en ce moment. Non, et puis c'est comme ce qu'on a pu dire là autour de la table, là, depuis qu'on a démarré. J'estime que passé un certain âge, on n'est plus la personne adaptée à la situation. Et je me laisse également aussi la possibilité de pouvoir, d'être la bonne personne au bon moment. Et si je ne suis plus la bonne personne,
il faudra trouver un successeur. Voilà. Mais je me demande s'il n'y a pas une différence entre femmes et hommes. Il y a des femmes qui se posent la question, je ne suis pas totalement indispensable, un jour peut-être. Et je me trompe ou non? Oui, c'est dangereux. C'est réglissant. En tout cas, on sait que les transmissions d'un père vers sa fille, ça Ouais. marche plutôt mieux Oui, que d'un père vers son fils. c'est clair. Oui, tout à fait. Donc il y a C'est vrai. un- Mais aussi, celles de mère à fille sont Beaucoup plus difficile. C'est difficile. Voilà. Et donc, Mesdames, faites des garçons. C'est fait. Raté. mais parlons des sociétés, Mathieu Leclerc, vous en avez croisé, je ne veux pas faire un tableau trop noir, où ça se passe très très bien. On peut parler du Puy du Fou, on peut parler du groupe Bell, ça paraît miraculeux. Il y a peut-être quand même des constantes qu'on retrouve pour que la flamme, comme vous le disiez, passe bien. Oui, on parlait de pouvoir ou d'autorité. Et évidemment, quand le fondateur choisit spécifiquement une personne pour reprendre, cette personne se sent légitimée. Et donc ça, c'est un schéma qui marche toujours bien. Je n'ai pas vu de contre-exemple. On a même parfois des fondateurs qui décèdent prématurément et on a un enfant qui reprend le flambeau et tout le monde dit c'est légitime. Et ça marche généralement bien. Ce qui ne marche pas, c'est le cas dont on parlait tout à l'heure, d'un dirigeant qui reste trop longtemps sans avoir anticipé, sans avoir préparé, et qui génère de la défiance de l'écosystème vis-à-vis de ses propres enfants. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, Madame Radou-Lefebvre, c'est que on imagine, voilà, déjà le choix. Ça paraît difficile pour des dirigeants qui ont régi la société sur 30 ans. Mais encore, il ne s'agit pas juste de désigner, de donner un nom. Vous me disiez, on transmet également le réseau relationnel, les contacts. Ça veut dire aller à la banque, chez le banquier, avec son successeur. C'est des choses comme ça, de manière pragmatique. Tout à fait. Déjà, le processus de sélection, effectivement, peut être très délicat lorsqu'il y a plusieurs enfants ou des cousins et plusieurs intéressés, voire qualifiés pour le poste, pour ainsi dire. Donc, et là, faire appel à des instances externes peut être intéressant pour un peu dédramatiser ce choix hautement émotionnel. Mais ensuite, effectivement, dans la phase d'accompagnement, et c'est pour ça que Priscille, en fait, se prépare 10 à 15 ans en amont, parce que ça peut prendre ce temps-là, parce qu'il s'agit non seulement de transmettre les clés, voir la flamme comme une sorte de moment d'épiphanie. Une transmission, ça demande du temps, c'est de l'entraînement, de l'accompagnement entre le dirigeant en place et le successeur. Et lors de cet entraînement-là, on ne montre pas seulement comment exercer son leadership, mais aussi on transmet ce capital social, tel qu'on l'appelle, c'est le réseau relationnel auprès duquel on introduit le dirigeant, le nouveau dirigeant, mais aussi on le légitime. Et là aussi, il y a des situations qui peuvent être assez délicates où physiquement, tous les deux sont présents, mais néanmoins, le seul qui parle est le dirigeant en place. Et donc, quand bien même on essaie en apparence de transmettre un réseau relationnel, ceci peut être peut-être parfois plutôt contre-productif lorsque, au fond, on n'intronise pas le successeur. Donc parfois, il y a des mouvements comme ça, ambivalents, contradictoires, où le dirigeant semble faire quelque chose, physiquement ou en apparence, et en même temps, il défait ce qu'il est en train de faire parce qu'il ne va pas jusqu'au bout et il n'assume pas le caractère symbolique, en fait, de cette intronisation. Vous voulez réagir, Mathieu Leclerc? Oui, dans les accompagnements qu'on fait et dans ce qu'on a pu étudier et voir, cette fameuse cérémonie de passage de flambeau, quand elle est faite en âme et conscience, quand le transmetteur donne le symbole devant tout le monde et se retire pour de bon, c'est extraordinaire parce que du jour au lendemain, on voit que les regards et l'autorité est vraiment bien passé. Il y a cette différence entre le potentas, qui est le pouvoir statutaire, et l'auctoritas, qui est le pouvoir reconnu. Mais pour que le pouvoir soit reconnu comme étant passé d'une main à l'autre, nous, ce qu'on a vu comme le meilleur facteur, c'est la cérémonie de passage de flambeau. Plutôt que d'aller voir individuellement et que ce soit le transmetteur qui parle ou qui continue à être dans son rôle, parce qu'il n'a pas encore transmis, je pense que le transmetteur reste, entre guillemets, le leader jusqu'à cette cérémonie, et après que la cérémonie, les pouvoirs et la force et la flamme est réellement passé au successeur, et d'un seul coup tout le monde le reconnaît, et on l'a expérimenté, c'est magique et ça marche très très bien. Donc si je pouvais recommander aux entreprises familiales qui veulent
avancer dans cette direction-là, c'est de ne pas oublier ce cérémoniel. Et puis nous qui faisons très bien les événements, la tribune, effectivement, on a tous les dispositifs pour le faire. Je plaisante, mais ce qui est extrêmement intéressant, on se rend compte de la finesse. C'est-à-dire, il y a un accompagnement de la nouvelle dirigeante, du nouveau dirigeant, un effacement progressif, si je comprends et je résume, du successeur. Et puis, vous dites, cette cérémonie, non, je trouve qu'il y a un terme de clair-obscur où le futur dirigeant prend ses marques, et c'est pour ça qu'on se rend compte que c'est quand même une sacrée opération. Je ne sais pas si vous en avez bénéficié, si vous le racontez comme ça, Madame Charrier. Alors c'est vrai que moi, mon oncle, effectivement, a été président du conseil de surveillance jusqu'à la dernière heure. Jusqu'à la dernière heure, mais en fait c'était très bien, c'est-à-dire que jusqu'à la dernière heure, il m'a donné des conseils, il m'a guidée, et voilà, on a travaillé pendant 5 ans en concertation tous les deux. Mais pour autant, il ne disparaît pas du jour au lendemain. Non, la transition se fait de façon progressive, puisqu'en fait il reste membre du conseil de surveillance maintenant jusqu'au mois d'avril 2024. Et donc, moi, je suis nommée depuis avril 2022. Donc, en fait, on est vraiment dans un processus sur un temps long. Mais par contre, depuis la date de ma nomination, c'est bien moi qui représente l'entreprise Charrier. Et depuis cette date, mon oncle ne m'a plus jamais, m'a laissé en fait, mener les choses. Priscille Gauthier, est-ce que, avec tout ce que vous entendez, vous voulez rajouter quelque chose? Voilà, vous vous êtes engagé, et il faut embarquer le groupe, il faut qu'il s'engage aussi. Et il faut en plus mettre d'accord tout l'actionnariat. Vous en avez beaucoup sur les épaules. Et en plus, on est nombreux. Nous sommes 50 actionnaires familiaux, en fait, chez Tesson, sur 4 générations différentes. Donc, les enjeux qui sont partagés ne sont pas forcément les mêmes à la base. Et justement, le gros travail aussi, c'est de travailler un projet commun, tout en créant ou recréant du lien aussi entre les équipes qui sont sur le terrain, et sans qui l'entreprise n'existerait pas non plus, et les actionnaires sur 4 générations. Le challenge est assez grand, mais aujourd'hui, on voit que cette phase aussi de transition écologique, de partage d'inquiétudes, etc., c'est aussi des moments d'échange qui sont très riches, et à la condition de ne pas être dans le jugement des générations précédentes ou futures, ça peut très bien se passer, et on peut essayer de faire un bout de chemin les uns vers les autres, et c'est que comme ça qu'on y arrivera, à mon avis. C'est tous travailler dans le même sens, et justement, le groupe ne peut travailler une vision future que si chacune de ses parties prenantes vont dans le même sens. Ils ont de très beaux exemples. Je crois qu'on peut féliciter ces femmes dirigeantes qui réussissent cette transition et qui nous expliquent là, ce retour d'expérience extrêmement intéressant. Hein. Vous transmettez beaucoup de la famille, mais de l'entreprise. Merci également Mathieu Leclerc de nous avoir donné votre éclairage. Merci Madame Miruna Radu-Lefebvre. Je rappelle, vous êtes titulaire de la chaire entrepreneuriat familial et société à Audencia. Donc merci pour ces témoignages, mesdames. Et puis à contre-cœur, je vais passer le flambeau, moi aussi, non pas d'une entreprise, mais du micro, au cher Philippe Mabille, directeur des rédactions de La Tribune, pour une nouvelle séquence. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Merci.